l'association sur la gare de Marguerite. Je me présente, je suis le président de l'association, Pascal Brosson, et on met en place tout un tas de réunions publiques un petit peu dans toutes les gares concernées par le tracé de la rive droite du Rhône. Donc avant d'attaquer le diaporama, je vais laisser la parole à Monsieur le maire qui nous accueille dans cette salle. Je l'en remercie vivement de son accueil et de son organisation pour nous permettre de tenir cette réunion dans les meilleures conditions possibles. Et donc après, derrière, je vous présenterai un petit peu un diaporama sur les études et les travaux et un petit peu l'historique de la ligne, de voir un petit peu où on en est. Et cela vous permettra après derrière de faire une question-réponse où vous pouvez poser toutes les questions que vous voudrez et on essayera d'y répondre le mieux possible. Monsieur le maire, merci encore et à vous la parole. Merci Monsieur le Président, bienvenue à toutes et à tous dans cette salle du Conseil municipal de la commune de Marguerite. Je salue les élus des communes voisines. Merci Monsieur le Président de venir organiser cette réunion publique ici à Marguerite sur un sujet, c'est pas souvent que ça arrive, je crois que c'est un sujet qui fait consensus, il faut le noter, et c'est un sujet important pour la commune de Marguerite, pour ne pas dire primordial, structurant pour la commune de Marguerite, puisque bon, ça sera précisé, puisqu'il nous permettra de mettre le centre-ville de la commune de Nîmes à 8 minutes de chez nous, et celle d'Avignon, elle est entre un quart d'heure et 20 minutes. C'est un projet que tout le monde attend, je crois, pour lequel je suis régulièrement interpellé. C'est un projet, il faut le noter, mais ça sera certainement dit, qui rassemble l'ensemble des financeurs publics et des décideurs publics. La SNCF, la région, le département, l'agglomération, la commune. Tout le monde, à un moment donné, s'est mis autour de la table, a dit banco, on y va sur ce projet, banco, on met les financements pour ce projet, et puis, patatras. Patatras, puisque une autorité environnementale s'est aperçue qu'il y avait des trains qui circulaient sur cette voie et que ces trains avaient manifestement, certainement, un impact environnemental et qu'il fallait mesurer cet impact environnemental lié à la circulation des trains. Très bien, moi je l'entends tout à fait. Aujourd'hui, il faut prendre toutes les mesures préventives et s'assurer que la faune et la flore soient le moins impactées par les décisions qui sont prises. Mais là, pour le coup, on ne crée pas quelque chose de nouveau. Mais bon, cette étude est lancée, pourquoi pas. La difficulté, et c'est ce qui met en colère le maire de Marguerite, mais l'ensemble des élus, des élus qui sont concernés par cette réunion, c'est que ce projet, de par cette étude environnementale, et ça vous sera certainement présenté, il prend un retard considérable, un retard de 2 années, et renvoie donc en 2028, au moins 2028, l'ouverture de notre gare de Marguerite. Donc oui, je suis en colère parce que tout le monde l'attend, ce projet-là. Tout le monde est prêt à le financer, tout le monde s'est mis d'accord, et pourtant on le retarde. Et très sincèrement, au lieu de s'interroger sur l'impact environnemental de voie ferrée, j'aimerais bien qu'on s'interroge sur l'impact environnemental des voitures qui circulent entre Marguerite et Nîmes, et qui circulent cul à cul, excusez-moi l'expression, tous les matins, et pourtant ça me semble importuner personne. J'ai un peu l'impression, je le dis là, je ne peux pas le dire, mais on a une vision parisienne qui d'un coup découvre qu'en province il se passe quelque chose. Tiens, qu'est-ce qui leur arrive là, aux petits gardois qui veulent mettre en place cette voie ferrée. Bon voilà, je suis en colère de cette situation-là, mais heureusement, on a donc les financeurs, les acteurs, les financeurs sont toujours là, et puis on a à nos côtés l'association des usagers qui est certainement le meilleur avocat, le meilleur défenseur de ce projet-là, et qui est
le plus beau porte-parole que l'on ait sur ce projet-là. Donc je vous remercie véritablement d'abord du travail que vous menez, et puis de venir nous rendre compte de ce projet-là. Certains me connaissent, mais d'autres pas, et puis de nous projeter sur ce qui va se passer sur cette ligne-là, parce que néanmoins, quand même, on ne lâche pas le morceau et on continue à travailler, on continue à être en contact avec SNCF, la région, le département, etc. Ce projet aboutira, mais il s'est décalé dans le temps. Donc voilà, j'en dis pas plus parce qu'il faut vite rentrer dans le sujet, parce que le sujet lourd est important, et M. Rousson, je vous laisse la parole. Merci à vous. Merci, monsieur le maire. Donc, on va présenter un petit peu ce diaporama. Ça va reprendre un petit peu tout l'historique et un petit peu tous les points principaux que sont la réalisation des quais, la réalisation du pôle d'échange multimodal et la réhabilitation de la gare. Juste un petit zoom sur notre association. Monsieur le maire en parlait tout à l'heure. On est une association qui a été créée en 2009 et qui travaille sur la réouverture de la rive droite depuis cette période-là, dans une période où ce n'était pas simple de travailler sur la réouverture de la rive droite, et on a continué à croire à notre bonne étoile, je dirais, et l'avenir nous a donné raison. Et donc on travaille régulièrement. Vous avez à l'entrée une feuille d'émargement et des bulletins d'adhésion si vous voulez adhérer à l'association, ou sinon vous pouvez aller sur notre page Facebook également pour avoir tous les éléments sur l'activité de notre association. Un petit rappel sur le contexte, mais tout le monde le connaît maintenant. On a une réouverture de la rive droite qui est en cours et qui va desservir les gares de Pont-Saint-Esprit, Bagnols-sur-Cèze, Laudun, Rocquemort, Villeneuve, les Avignons, Aramon, Romoulin et Marguerite. Et donc, pour une situation cible, c'est-à-dire une fois que tous les travaux seront terminés, de 8 allers-retours par jour sur cette ligne-là. Et aujourd'hui, cette ligne-là fonctionne, puisque aujourd'hui, nous avons 5 allers-retours qui desservent les gares de Pont-Saint-Esprit et Bagnols-sur-Cèze, et sur lesquels les travaux sont terminés, tant sur le plan des quais, mais également sur le plan des pôles d'échange multimodaux. Le projet répond réellement à un besoin des populations, puisque en 2023, il y avait 75 000 voyageurs qui ont emprunté le train. En 2024, on va en parler tout à l'heure, il y a plus 1,7% de voyages supplémentaires, alors que le service n'est pas extraordinaire, puisqu'on n'est pas encore au nombre de trains maximum que doit accueillir la rive droite du Rhône. Quelques éléments là-dessus, sur cette production, je dirais, de la rive droite. On a une augmentation du nombre de voyageurs qui ont emprunté cette ligne, mais dans le même temps, on a eu une production TER qui a été notamment péjorée par le manque de conducteurs de train. Donc ça, les services de SNCF Voyage sont en train de travailler au recrutement des conducteurs de train, mais comme au niveau national, la SNCF a du mal aujourd'hui à recruter des conducteurs de train pour pouvoir mettre le nombre de conducteurs suffisant pour conduire l'ensemble des trains qui sont produits sur la région Occitanie. Il y a des formations qui sont en cours, mais les résultats des examens ne sont pas assez bonnes pour les réaliser, et c'est pour ça que l'on a eu, sur la rive droite du Rhône en 2024, 20% de suppression de trains, et donc les 2/3 ont été dus notamment au manque de conducteurs de train, le fait qu'il n'y a pas assez de personnes. Il y a eu un tableau de bord qui est fait chaque année sur un petit peu ce qu'attendent les usagers sur cette rive droite du Rhône, et on se rend compte qu'il y a des points à améliorer, notamment sur l'information voyageur, sur la propreté. C'est des points qui sont à améliorer, et
Et on travaille, l'association travaille avec la SNCF pour que ces points-là soient améliorés le plus possible. Il est important de noter que les voyageurs qui prennent, les usagers qui prennent les trains sur cette rive droite du Rhône sont de plus en plus importants et font appel notamment, parce que c'est souvent des questions qui reviennent, à des abonnements qu'a mis en place la région Occitanie. C'est les abonnements plus égale 0. C'est-à-dire plus vous prenez le train, moins ça vous coûte derrière. Et on se rend compte que cette formule-là fonctionne de plus en plus auprès des usagers sur l'ensemble de la région Occitanie, mais également sur les usagers de la rive droite du Rhône. Pour en venir sur le pôle d'échange de Marguerite, donc il y a pas mal de choses qui ont été faites jusqu'à présent, avec un travail qui a été fait entre l'agglomération de Nîmes, la ville de Marguerite, la SNCF bien entendu, et les autres collectivités comme le département. Ce pôle d'échange multimodal est sous maîtrise d'ouvrage de l'agglomération de Nîmes, puisque c'est sa compétence en tant qu'agglomération. Et donc, là-dedans, un pôle d'échange multimodal, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où on va retrouver tous les modes de transport dont on a besoin pour se déplacer sur le territoire ou sur les territoires avoisinants. Donc, sur ce pôle d'échange multimodal, on va y retrouver bien sûr la gare avec le train, mais on va y retrouver également les bus et les cars qui desserviront ce pôle d'échange multimodal. Bien entendu, un parking pour permettre aux personnes de venir, pour ceux qui viennent d'un peu plus loin, de venir en voiture, et également des voies d'accès, des voies douces, notamment des pistes cyclables, pour permettre d'alimenter le pôle d'échange et de pouvoir emprunter un autre mode de transport derrière. Donc ces orientations, la ville de Marguerite et l'agglomération les ont travaillées pour, je dirais, connecter l'ensemble du territoire de la ville en lien avec ce pôle d'échange multimodal. Là aussi, on se rend compte que sur la ville de Marguerite arrivent plusieurs modes de transport avec la ligne T2, la ligne T4, les cycles, les navettes. Donc tout ça est en train d'être travaillé dans les études qui sont menées aujourd'hui, qui continuent d'être menées dans les prochains mois. On arrive là sur le secteur de la gare, où là vous reconnaissez le cimetière qui est en haut. Vous avez le cimetière qui est ici, vous avez la gare qui est en bas et le pôle d'échange qui va se faire autour de la gare avec le passage à niveau ici et le passage à niveau ici qui vont être retravaillés pour améliorer la sécurité. Et donc tout ce pôle d'échange va être travaillé en lien avec les différentes orientations et en lien avec toute l'animation qui a lieu dans la ville de Marguerite. Là, on va rentrer un peu plus dans le concret du pôle d'échange multimodal, où là, vous voyez donc le passage à niveau 63 qui est ici, qui va être complètement réaménagé, on le verra tout à l'heure. Le pôle d'échange avec le parking ici, les bus qui vont venir se mettre devant la gare qui va être réhabilitée, et tout le secteur gauche qui va être sur des orientations communales à venir. Sachant que ces diaporamas sont des dates d'il y a quelques mois déjà, les orientations peuvent évoluer dans l'avenir également. Et là, on retrouve les quais qui sont de chaque côté des voies ferrées et qui vont servir pour permettre de prendre le train aux usagers. Donc là, vous voyez le fonctionnement du pôle d'échange multimodal, avec ici les entrées ici, le parking là, et toute l'organisation qui va se faire pour desservir ce pôle. Le passage souterrain qui est existant aujourd'hui va être complètement réhabilité et rénové pour servir d'accès d'un quai à l'autre, puisque pour éviter de traverser les voies par le passage à niveau, on fera traverser les voies par en dessous et remonter par des rampes jusque sur le quai. Sur la gare de Marguerite, c'est une des seules gares sur la rive droite qui n'aura pas de passerelle. Ça évite notamment aux usagers de monter des escaliers sur 7 mètres de haut, puisqu'il faut passer au-dessus des caténaires pour redescendre de l'autre côté.
Là, au contraire, on va passer par ce passage souterrain existant avec tout un travail qui va être fait au niveau de la hauteur, de la largeur et de la gestion notamment des eaux de ruissellement, des eaux pluviales. Donc tout ce secteur-là va être réaménagé, on le verra tout à l'heure, dans les plans au niveau des quais. Là, pareil, c'est les principes d'aménagement avec l'implantation des places PMR, puisque effectivement, toutes les gares, tous les pôles d'échange multimodaux qui sont rénovés aujourd'hui sont accessibles à 100% accessibles en autonomie pour les personnes en mobilité réduite. Et quand on parle de personnes en mobilité réduite, ce n'est pas uniquement les personnes handicapées, c'est les personnes qui ont des difficultés pour se déplacer, ou qui ont beaucoup de bagages, ou des femmes enceintes qui ont besoin d'une accessibilité la plus importante possible, et bien sûr les personnes âgées qui peuvent avoir des difficultés pour se déplacer. Et également, il y aura sur ce pôle d'échange des box à vélo et des bornes de recharge électrique, tout ce qui fait qu'un pôle d'échange aujourd'hui réponde aux critères qui sont édictés par la loi qui encadre ces choses-là. Le pôle d'échange multimodal, lui, a également la chance sur Marguerite d'avoir encore le bâtiment voyageur. Le bâtiment voyageur, même s'il n'est plus exploité depuis 1973, il est présent encore sur le territoire, comme sur pas mal de gares de la rive droite, il y a encore les bâtiments voyageurs, à part aux Comores, où il a été vendu à l'époque, mais il peut y avoir un travail de fait dans ce bâtiment voyageur, et on donne l'exemple de ce qui a été fait sur la gare de Générac, sur l'agglomération de Nîmes, où ils ont fait un espace tiers avec un petit café-bar d'accueil et permettre aux gens de se connecter et de venir travailler également sur ce site-là. Donc c'est un exemple qui est pas mal sur des gares. Vous remarquerez qu'ils se ressemblent très fortement puisqu'elles ont été faites sur le même modèle et qui permettent de répondre à un besoin de vie et de retour de la vie dans ce pôle d'échange et au niveau de la cour. Donc ça, c'est des exemples qui peuvent se faire et qui se développent de plus en plus sur la région et au niveau national également. Les travaux de quai. Donc sur cette gare, il va y avoir des quais qui vont être réalisés, des quais de 150 mètres, puisque sur la gare de Marguerite, il n'y a plus de quais, puisqu'ils ont été démontés. Donc il va y avoir la création de ces quais de 150 mètres de long, avec notamment des accès ici que vous voyez, là, ces allers-retours. C'est les rampes d'accès pour permettre aux personnes à mobilité réduite d'accéder sur le quai et d'emprunter le passage souterrain et de remonter de l'autre côté. Donc ça va être fait. Donc sur ce quai-là, on va en direction de Romoulin et de Pont-Saint-Esprit et d'Avignon. Et sur ce quai-là, on vient rentrer dans la gare, sur la gare de Nîmes. Donc automatiquement, les gens qui viennent prendre le train emprunteront ce passage pour accéder sur ce quai et pouvoir aller sur Nîmes et inversement de l'autre côté. Et là, on est sur la deuxième partie des quais avec les aménagements qui sont faits. Vous reconnaissez la gare, le bâtiment voyageur qui est ici également. Donc les quais vont assez loin puisqu'ils font 150 mètres de long. Pourquoi ils font 150 mètres de long? Parce que les autorails aujourd'hui qu'a acheté la région Occitanie font 75 mètres de long. Quand on en met deux en accouplement, ça fait 150 mètres. Il faut que ces autorails-là puissent s'arrêter à quai. Sachant que, en termes de projection de fréquentation dans les études qui ont été faites en 2014, donc il y a 10 ans, c'est-à-dire il y a une éternité à l'échelle du transport et du développement durable, il y avait une fréquentation qui était projetée pour la gare de Marguerite à 200 voyageurs par jour. Aujourd'hui, on sera, avec l'évolution des modes de transport et les facilités qu'il y a données pour prendre le train, on sera plus sur des 300 à 400 voyageurs par jour sur une gare comme Marguerite, avec la proximité de Nîmes.
Là, je vais vous parler d'une autre étude qui a lieu. Donc, vous le voyez, c'est pour ça que ces projets sont assez complexes et c'est bien de pouvoir faire des explications comme ça. D'un côté, on a le pôle d'échange multimodal qui va être organisé par l'agglomération, la ville et sous le financement des deux et de la région. Mais la maîtrise d'ouvrage sera l'agglomération sur le pôle d'échange multimodal. La réalisation des quais, c'est la SNCF sous financement 100% de la région qui sera maîtrise d'ouvrage pour réaliser les quais. Donc il faut que les différentes maîtrises d'ouvrage s'entendent pour travailler ensemble. Et puis après, on a la réalisation des travaux sur les passages à niveau pour sécuriser les passages à niveau. Ça, je vous expliquerai tout à l'heure de quoi il en retourne. Là, on est sur une maîtrise d'ouvrage des gestionnaires de voirie, c'est-à-dire si c'est une route communale, c'est la commune, avec un financement tripartite de la même manière que je vous expliquais tout à l'heure. Si c'est une route départementale, c'est le département qui gère ça. Voilà un petit peu, et si c'est une route nationale, c'est l'État. Et là, ce n'est pas le cas sur Marguerite. Et donc là, sur l'ensemble de la ligne, tous les passages à niveau doivent être sécurisés. Donc il y a eu une étude qui a été demandée par l'établissement public de la sécurité ferroviaire. C'est une entité indépendante qui est au niveau national, et du moment qu'on réouvre une ligne, celle-là, vous me direz, elle est ouverte, il y a 40 trains de marchandises qui circulent chaque jour. Une ligne qui va être réouverte au trafic voyageur, au départ, en 2020, il était demandé de mettre en sécurité uniquement les passages à niveau à proximité des gares, c'est-à-dire en l'occurrence pour Marguerite les 2 PN de chaque côté. En 2021, une nouvelle version du projet de loi a modifié cette chose-là et a dit c'est tous les passages à niveau qui doivent être mis en sécurité jusqu'à la gare du Teil. Et en 2022, il y avait des critères qui étaient établis pour donner une note en sécurité sur ces passages à niveau. Et en 2022, ces critères-là ont évolué à la hausse, ce qui a demandé à la SNCF notamment de refaire des études complémentaires parce que au niveau national, ils avaient changé les critères de réalisation de ces travaux. Pour vous montrer un petit peu la complexité et le retard qui est pris, monsieur le maire en parlait tout à l'heure, sur les études et les travaux, et on y viendra un peu plus en détail là-dessus. Donc cette autorité de sécurité ferroviaire demande que tous ces PN soient mis en sécurité, avec certains travaux qui sont identifiés, et que ce soit réalisé avant que les travaux de gare se fassent. D'accord? Donc ça, c'est des choses qui arrivent, et surtout ces travaux-là, des passages à niveau, ne pourront se faire qu'après que l'étude environnementale, qui dure 2 ans, puisse se donner son avis. Et donc là, on arrive sur les travaux qui vont être réalisés sur les passages à niveau. Donc là, vous le voyez, c'est beaucoup de signalétique qui va être faite et d'aménagement de cheminement. Donc sur Marguerite, on a le passage à niveau qui est ici. Et donc il va y avoir un travail sur les ralentisseurs, il va y avoir un travail sur la signalétique lumineuse, il va y avoir un travail sur les barrières qui va être réalisé et sur l'élargissement un petit peu de la chaussée à ce niveau. Et également cet aménagement-là qui va être fait dans le cadre de la réalisation des quais, donc indépendamment du passage à niveau, qui sera réalisé par SNCF Gare et Connexion pour quand ils vont réaliser les quais. Donc tout ce secteur-là va être modifié pour répondre aux critères de l'établissement public de la sécurité ferroviaire. Et là, on arrive sur le deuxième passage à niveau, où là, vous connaissez bien entendu le cimetière qui est ici. Et là aussi, il va y avoir un travail qui va être fait pour la visibilité du passage à niveau avec la signalétique lumineuse, mais également un travail qui est fait par les équipes de la mairie pour faire en sorte que la route fasse un écart comme ça, qu'il y ait cet îlot directionnel qui se positionne pour qu'il y ait un ralentissement de fait lorsque on va traverser le passage à niveau et pour bien identifier la signalisation lumineuse. Donc sous tout ce travail-là, les études sont en fin de réalisation
Et tout ce travail-là est identifié. Maintenant qu'il est identifié, il doit passer au contrôle de l'établissement public de la sécurité ferroviaire, donc à Paris, qui devrait rendre son avis en temps et en heure, et on le verra tout à l'heure dans les plannings que l'association présente. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, où tout le guide de l'EPSF a été complètement revu à 3 reprises, faisant perdre énormément de temps au projet sur la réalisation des études. Et ça, ces études-là se font en lien avec le CEREMA, qui donne un petit peu ses orientations en termes de sécurité routière notamment. Et là, vous voyez un petit peu, c'est un planning donc, pour la réalisation des passages à niveau, où là, hop, je suis... Voilà. Donc là, il y a différents documents qui sont rendus au fur et à mesure de l'avancée du dossier. Donc là, ces études-là sont rendues à la fin de l'année 2024, des études ont été rendues. Il va y avoir un dossier complémentaire qui va être réalisé, les études pro, qui vont être réalisées sur la réalisation du travail sur les passages à niveau. Et là également, l'établissement public de la sécurité ferroviaire va donner, par obtention d'un arrêté préfectoral, son avis définitif sur le travail qu'il y a à faire sur les passages à niveau. Donc on arrive là au premier trimestre 2026 pour donner le premier coup de pioche ou les premiers travaux sur les passages à niveau. Nous, on demande que ce travail-là, cette deadline qui est donnée ici, on puisse réaliser certains travaux qui ne demandent pas non plus une expertise fantastique, certains travaux préparatoires pour permettre d'accélérer le calendrier également sur les travaux sur les passages à niveau. Puisque à cette même date-là, premier trimestre 2026, on a l'étude environnementale qui va être rendue, purgée de tout normalement. Donc voilà, donc ça c'est la troisième phase des études et des travaux qui vont être faits sur la réouverture de la rive droite du Rhône. Au niveau de l'association, on a plusieurs choses qui nous énervent fortement. Monsieur le maire en parlait tout à l'heure. On a une étude environnementale qui a été demandée par les services de l'État sur l'ensemble du périmètre de la ligne, c'est-à-dire de Nîmes jusqu'au Thé. Ils ont demandé une étude environnementale, pourquoi? Parce qu'on réouvrait une ligne au trafic voyageur. Sachant qu'on est dans un milieu déjà circulé par des trains de voyageurs, par des trains de marchandises, et que l'ensemble des pôles d'échange multimodaux sont tous déjà en zone urbanisée, c'est-à-dire en centre-ville ou quasiment en centre-ville. Donc ça, déjà, nous, on a trouvé ça assez fort de café, sachant que la même autorité environnementale a fait son étude environnementale en 12 mois pour la réalisation de la gare de Nîmes-Pont-du-Gard. Nîmes-Pont-du-Gard, c'était un champ. Il n'y avait rien. Et en 12 mois, ils ont réussi à faire l'étude environnementale. Il y avait plus d'enjeux, je pense, sur ce territoire-là que sur l'ensemble de la ligne qui remonte jusqu'au Thé. Donc ça, on a demandé là aussi à la préfecture, par courrier, et on va refaire un courrier co-signé par plusieurs associations et syndicats sur le territoire. On va redemander au préfet d'accélérer ce calendrier-là. On ne dit pas qu'il ne faut pas qu'il y ait d'études, il faut qu'il y ait des études pour protéger tout ce qu'il y a à protéger, que ce soit au niveau faunistique, au niveau faune, flore et au niveau des écoulements d'eau pluviale. On a des choses à faire, mais soyons pragmatiques, on ne part pas de rien, il y a déjà des choses qui existent, on ne va pas révolutionner en faisant 2 quais le long des voies ferrées, on ne va pas révolutionner, je dirais, tout le territoire. Et puis après, il y a l'étude de sécurité ferroviaire qui a étendu son rendu d'avis à l'ensemble des PN de la ligne, donc avec une ampleur de travaux bien plus importante pour mettre en sécurité ces passages à niveau. Donc là, c'est ce qu'on a mis en dessous. On demande à l'État d'accélérer les procédures environnementales
on peut gagner assez facilement 6 mois sur le rendu de l'étude environnementale. On peut réaliser des travaux qui n'ont pas d'impact sur l'environnement en avance de phase, c'est-à-dire que des travaux d'améliorer la signalisation des passages à niveau. Il n'y a pas des enjeux fantastiques. Mettre des lampes plus fortes, plus importantes, plus hautes, pourquoi pas, sur un mât pour avertir les automobilistes, il n'y a rien qui empêche de réaliser ça. Donc ça, nous, on demande que ces travaux-là puissent être réalisés alors que l'étude environnementale n'est pas complètement terminée. Et dans cette même période, de continuer les études et les travaux sur les pôles d'échange multimodaux. Je prends l'exemple, c'est moins vrai à Marguerite, mais je prends l'exemple du PEM de Remoulins, où on a un PEM qui va se réaliser déjà sur un milieu complètement hermétique. C'est-à-dire, c'est du goudron de partout. Donc on ne va pas changer quoi que ce soit au niveau des écoulements d'eau, on va améliorer la situation quand on va réaliser, quand le pôle d'échange sera réalisé. Et donc là, on dit, on peut réaliser des travaux en avance de phase, même si l'étude environnementale n'est pas complètement terminée. Et donc ça, on espère être accompagné par les services de l'État sur ces sujets-là. Et au niveau de l'État, eh bien, avec les discussions aujourd'hui qui ont lieu sur le budget national, vous en avez entendu parler, je pense, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui en parlent à la télévision. Donc on sait que le budget national va avoir un impact sur nos collectivités, que ce soit communes, communautés de communes, agglomérations et régions et départements. Et ça va avoir un impact sur les investissements, c'est-à-dire ce sur quoi les collectivités investissent, notamment sur le ferroviaire, mais au-delà, dans notre secteur. Et donc il va y avoir des choses il va y avoir des choix à faire sur les différents projets. Et là, nous on dit également à l'État de dire c'est un projet de développement durable, c'est un projet qui répond aux besoins des populations, parce qu'on voit que la rive droite du Rhône, avec uniquement 5 trains, fonctionne, et 2 gares ouvertes fonctionnent, et les voyageurs en redemandent, puisque ça augmente malgré le service qui n'est pas au rendez-vous. Donc on dit les projets de développement durable, qu'il n'y ait pas les dotations de l'État qui soient coupées pour permettre aux collectivités de continuer à réaliser les projets sur quoi elles ont travaillé ces 5 ou 6 dernières années, puisque, je le rappelle, les études et les travaux de la rive droite du Rhône ont démarré en 2018. Donc pour vous donner un petit peu... Et bon, pour clarifier un petit peu tout ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un calendrier à l'association qu'on imagine réalisable, mais qui demande notamment à l'État de prendre un certain nombre de décisions fortes. Vous avez ici le dossier, de l'étude environnementale qui va être rendu officiellement par la SNCF et validé par les services de l'État en 2026. Donc pendant toute cette période-là, il y a des études qui sont faites, il y a des validations qui doivent être faites par les services de l'État. Donc les études sont déjà bien avancées. Donc on dit, ramenons ça un peu plus tôt pour permettre aux services de l'État de valider ça, ne serait-ce que 6 mois avant. Ça serait déjà 6 mois de gagner pour réaliser des travaux. On a sur cette même ligne, on a des travaux qui sont faits sur la voie ferrée aujourd'hui par SNCF Réseau, c'est-à-dire sur 2026 et 2027, avec les trains qui continuent à circuler, ils réalisent un remplacement de tout le ballast, de toutes les traverses et de tous les rails sur l'ensemble de la ligne jusqu'au hôtel. Donc ces travaux-là vont être réalisés en 2026 et 2027, et là on dit, pendant ces travaux-là, suivant où ils sont sur la ligne, on peut réaliser des travaux ailleurs qui n'impactent pas les travaux de SNCF Réseau. Après, en dessous, on a les études qui doivent être réalisées sur les passages à niveau de Nîmes au Teil, avec les différents gestionnaires de voirie. Et là aussi, on demande à l'État de dire, dans vos coupes budgétaires que vous allez faire, ne coupez pas les subventions, notamment ça va être là
ou la DGF ou les amendes de police, puisque c'est pour améliorer la voirie. Ne coupez pas les dotations de l'État dans ces domaines-là, pour les communes et pour le département, qui permettront de réaliser les travaux sur ces passages à niveau. Et après, derrière, on a les études et les travaux sur les quais et les passerelles. Là, tout est prêt, c'est-à-dire les études sont terminées. Ils attendent SNCF Gare et Connexion de réaliser les études pro, qui ne peuvent réaliser que quand l'étude environnementale est terminée. Donc plus tôt on rend l'étude environnementale, plus tôt la dernière phase des appels d'offres et des études terminales chez Gare et Connexion, chez SNCF Gare et Connexion, peuvent attaquer derrière. Et puis après, on a les travaux des pôles d'échange multimodaux, où là, c'est les collectivités qui seront à la manœuvre, mais elles ont besoin de travailler de concert avec SNCF qui va réaliser les quais, pour ne pas se marcher sur les pieds. Et donc là aussi, si on gagne du temps sur ces études environnementales, tout le monde a un calendrier un peu plus souple pour permettre de réaliser très correctement et en avance ces travaux-là. Donc si on réalise ça de manière cohérente, on peut imaginer des travaux terminés sur l'année 2027, sur pratiquement toutes les gares de l'année. Et notamment sur les gares principales, puisqu'il y a des travaux sur 2 gares, notamment, qui sont un peu plus compliqués. Dans la phase que nous avons imaginée, on a les travaux qui sont assez simples sur Roquemort, sur Villeneuve-les-Avignon, d'autres travaux qui sont tout autant simples sur Marguerite, qui peuvent être réalisés assez rapidement derrière, et puis après des travaux plus importants, parce que ça demande des gros travaux lourds ferroviaires sur Aramon et sur l'Au-de-Larme. Et là, on dit ces choses-là peuvent se réaliser dans ce laps de temps. Ce qu'on a fait jusqu'à présent en discutant avec l'État, et qu'on va continuer à faire, je le disais tout à l'heure, puisqu'un courrier commun va être encore envoyé à l'État, et on va demander en 2025 à l'ensemble des maires de la ligne de co-signer également un courrier commun auprès des services de l'État, permettant d'appuyer très fortement pour que ce projet de rive droite du Rhône puisse se réaliser dans les temps impartis qui étaient prévus au tout départ. Au tout départ, en 2026, on devait avoir terminé les travaux. Aujourd'hui, ils seront commencés en 2026. Donc là, on se rend compte qu'on a besoin que l'État entende que ce projet-là puisse se développer le plus rapidement possible. Et quand on voit un petit peu la problématique de circulation que l'on a quand on rentre sur Nîmes, vous connaissez toutes et tous, je pense que c'est un réel progrès d'avoir la gare de Marguerite réouverte, permettant de désengorger notamment les axes de circulation de la ville. Voilà, j'en ai terminé sur le dossier complet de réouverture de la gare de Nîmes. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre le mieux possible, même si je n'ai pas toutes les réponses, et loin s'en faut. Je ne suis pas Madame Irma, je n'arrive pas à lire encore dans l'avenir, mais on essayera de vous donner un maximum de compléments d'information ou d'éclaircissement si je n'ai pas été assez clair sur ce que j'ai pu dire. Voilà, merci. Merci. Qui c'est qui veut le micro pour les premières questions? Bonsoir. Moi j'ai une question toute simple. Est-ce qu'il y a un chef d'orchestre global, général, pour animer toutes ces partitions? En fait, je pose cette question parce que le planning prévisionnel, ce qui met pas en relief, c'est les interactions entre les différentes phases de ce projet. Et c'est un peu que de dire qu'on peut réaliser et des études et des travaux en parallèle. Mais très souvent, on se rend compte que ça bloque forcément. Donc en fait, moi, ma question, c'est voilà, quel est le chef d'orchestre
absolue de toutes ces partitions. Alors là, sur tous les projets de gare pour le d'échange qui et compagnie, il y a plusieurs chefs d'orchestre qui se réunissent dans ce qu'on appelle les COTEC et les COPI. Il y a les comités techniques, où là c'est les techniciens, que ce soit de la mairie, que ce soit de l'agglomération, pour parler de Marguerite, que ce soit du département, que ce soit de la région, et les différents services SNCF. Donc là, tout le travail technique avec les bureaux d'études est réalisé dans les COTEC qui se font régulièrement en fonction de l'avancée des études. Donc ça, c'est la première partie d'organisation. Et à chaque fois qu'il y a des validations politiques qui doivent être réalisées, il y a la mise en place de copies. Les copies, c'est les comités de pilotage, où là, on y retrouve en principe le maire, le vice-président au transport à la région, le vice-président au transport ou mobilité du département, la même chose à l'agglo, et en principe le maire qui est présent pour sa commune. En principe, c'est comme ça que ça se réalise. Et c'est dans le cadre de ces copies qu'on arrête les situations et on se projette sur les situations suivantes. Donc ça, c'est ce qui est réalisé à chaque fois. Ce qu'on ne maîtrise pas dans ces copies et dans ces COTEC, c'est uniquement le calendrier de plusieurs entités que je rappelais tout à l'heure, c'est-à-dire l'ADREA, la DDDM avec l'autorité environnementale. On ne le maîtrise pas, mais ça, chaque maire et chaque élu dans ces communes savent qu'on ne le maîtrise pas. Et la deuxième chose, c'est le travail de l'établissement public de la sécurité ferroviaire, où là, ils ont leur propre planning, ils ont leurs propres décisions à prendre, et donc bien souvent on doit se conformer, je dirais, à leurs desiderata. Mais toute la partie technique et politique qui est maîtrisée, elle est maîtrisée via ces comités de pilotage qui sont réunis. Là, en l'occurrence, c'est l'agglomération de Nîmes, puisque c'est le chef d'orchestre, l'agglomération de Nîmes qui convoque, en lien avec les autres partenaires, qui convoque les comités de pilotage et les réunions, quelles qu'elles soient. Et rien n'empêche également aux maires de communes aux alentours de pouvoir participer à ces comités de pilotage pour voir un petit peu l'interaction qu'il peut y avoir avec la gare de la commune d'à côté. C'est-à-dire là, en l'occurrence, Marguerite, et effectivement tous les villages qui n'ont pas de gare aux alentours et qui ont une logique de déplacement vers Marguerite peuvent s'intégrer dans ces réunions-là pour eux-mêmes aménager certains aménagements sur leur propre commune et tout du moins de ne pas avoir de coupure à la frontière de chacune des communes, quand il y a par exemple des pistes cyclables qui sont réalisées pour irriguer le territoire. Question ? Allez-y, ne soyez pas timide. Hein. Bonsoir. Deux questions. Quelle est la capacité d'un, je ne sais pas comment on appelle ça, nous on appelait ça à l'époque de Micheline. Bon, quelle est la capacité de la Micheline? Et deuxième question, à terme, bon, je vais dire en 2028, à mon avis ce sera plutôt 2030, à terme, quelle est l'augmentation de rotation des trains? Il y aura toujours entre 5 et 8 trains ou... Parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, actuellement il y a à peu près 260 personnes dans le train par jour. Si je pars sur 260 jours de travail, 75 000 personnes, ça oui, fait, voilà. à peu près ça. Donc, si vous dites qu'il y a 400 personnes qui vont prendre le train à Marguerite, si les 400 prennent le train le matin à 8h pour aller à Nîmes, travailler, il va y avoir un problème. Parce que je sais que, par exemple, mon épouse travaillait sur Alès, et le matin quand elle prenait le train, ou quand elle rentrait d'Alès, c'était bondé. Surtout le matin et surtout le soir. Voilà, merci. Alors, la capacité des autorails, je ne l'ai plus en tête, mais elle doit être aux alentours de 300 et quelques... 320, il me semble. Ouais. 320 voyageurs par rame, donc on peut en mettre 2, donc il peut y en avoir 600. Donc avec 2 rames, on est bon sur le bas de la ligne, parce que sur le haut, avec une rame, on le voit aujourd'hui, c'est suffisant. Mais sur le bas de la ligne, effectivement, quand vous aurez demain Remoulins et Marguerite de Réouvert, effectivement, un double autorail sera certainement nécessaire, et j'espère qu'il sera nécessaire,
dans l'avenir. Mais effectivement, ça c'est prévu. Et on est aujourd'hui sur 5 allers-retours. Demain, on va aller en phase de cible sur 8. On peut potentiellement aller à 16. Mais on ne peut pas aller au-delà. Pourquoi? Parce qu'on a sur la commune d'Aramon un PPRT, un plan de prévention des risques technologiques du fait de l'usine Sanofi, qui est à côté de la voie ferrée. Et donc le plan de prévention des risques technologiques, comme on peut le voir sur les centrales nucléaires par exemple, interdit un nombre plus important, pour le moment, hein, ça peut être révisé plus tard, mais pour le moment, il interdit d'aller au-delà de 16 trains par jour. Donc voilà, c'est des choses de ça, de 16 allers-retours par jour, excusez-moi. Donc c'est des choses qu'on est limité par ces éléments-là, mais déjà si on arrive à faire ces 8 allers-retours par jour, déjà je pense qu'on transportera pas mal de monde, et je le répète, hein, on est à 75 000 voyageurs aujourd'hui, une augmentation de 1,7%, et avec des horaires qui ne correspondent pas, parce que ça a été compliqué de rentrer sur la gare d'Avignon notamment aux bons horaires, mais qui ne correspondent pas toujours aux besoins des domiciles au travail. Et donc on se rend compte dans les discussions avec les usagers qu'il y a des usagers qui ont gardé leur déplacement en bus du fait de suppression de trains par manque de conducteurs, mais également que ça ne correspondait pas forcément à leurs besoins d'horaire. Demain, avec une augmentation du nombre de trains, on répondra à un panel de population bien plus important. Et c'est ça que l'on espère fortement dans l'avenir. Allez-y. Vous avez des questions sur la gare de Marguerite, sur ce qui va être réalisé, n'hésitez surtout pas. Ou alors j'ai pas été assez clair et vous avez compris à ce que j'ai dit. Moi je voulais préciser trois choses sur les opposants. Je collectionne les articles de journaux en général. J'en fais pas grand chose, mais que ce soit quand on a voulu faire la gare de Manuel, quand on veut faire des contournements, quand on veut faire simplement une autoroute, y compris dans des contrées très difficultueuses sur le plan du transport individuel, il y a des opposants partout. Sur ce projet qui me semble tellement indispensable, d'autant plus qu'actuellement je fais très souvent le trajet pour aller à Avignon, que j'ai bien connu puisque j'ai habité 20 ans au Moulin, j'étais souvent à Avignon, et je sais à quel point en voiture c'est devenu une catastrophe. Je ne suis pas très trop gare en voiture, mais j'ai fait il y a 2-3 jours le trajet Avignon-Marguerite. En général, on fait 135, maximum 40 minutes. Là, on en a mis 55 minutes, parce que l'horaire à 4h30, avec le soleil en face, est dangereux. J'ai jamais vécu autant la trouille que simplement venir d'Avignon pour aller à Marguerite. Il y a 3 jours de soleil. Et évidemment, et c'est comme je dis souvent, l'heure à laquelle les gens sortent du boulot. Donc ça me semble tellement indispensable, parce que j'ai risqué ma vie, j'ai absolument rien. Et je me fie à la voiture de moi qui n'y voyait pas plus. Et en même temps, ça aurait pu faire une catastrophe. De Remoulin Marguerite, on a roulé en gros à 12 km/h. Donc il y a des moments où ça me semble tellement indispensable que je n'arrive pas à comprendre comment il peut y avoir des opposants. Mais il y en a toujours eu, donc. Et la question que je voulais vous poser, c'est pour ce projet-là, c'est qui les opposants? C'est les obsédés de l'environnement qui préfèrent, disons, faire en sorte que le petit escargot très gentil qui traversera tranquille la route est plus important que l'individu qui a besoin de se déplacer. En fait, sur la réouverture de la rive droite, des opposants, on n'en a pas. On n'en a aucun. Il y a eu une enquête publique qui a été faite, mes souvenirs sont lointains, ça doit être en 2018-2019, 2019-2020, pour la réouverture de la rive droite.
avec la phase finale qui s'était faite à l'auditorium au Pont du Gard. Des opposants, en fait, il n'y en a pas. Il y a quelques riverains, notamment côté Villeneuve-les-Avignon, qui ont leur maison très proche et qui demandent des mesures compensatoires, notamment en termes d'isolation au niveau du bruit pour leur maison. Et ça avait été réalisé par SNCF Réseau déjà, puisque comme il circulait énormément de trains de marchandises fait énormément de bruit, et donc ils avaient déjà eu ces compensations-là. Mais sinon, il n'y a pas d'opposition. Ce qui nous fait retarder aujourd'hui, c'est bête à dire, c'est la législation française. C'est-à-dire qu'on est sur des procédures qui s'appliquent de la même manière que vous soyez au fin fond de la Lozère, à Marguerite, à Paris ou ailleurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pragmatisme qui est donné aux entités de l'État pour, je dirais, apprécier le besoin d'une étude plus ou moins importante. On applique bêtement et on déroule la procédure avec son calendrier. Alors que, comme je le disais tout à l'heure, on est déjà en milieu urbanisé, on est déjà sur une ligne circulaire. Il y a eu des demandes complémentaires par rapport à la réouverture au trafic voyageur de la rive droite sur les chauves-souris dans les tunnels. Il passe 40 trains de marchandises par jour, 500 trains de voyageurs qui sont détournés de la rive gauche par an. Et on demande de faire des études complémentaires pour savoir si les 8 allers-retours de la rive droite vont perturber ces chauves-souris. On est... je retiens qu'il faut les préserver, les chauves-souris, mais on ne va pas plus les déranger que les 40 trains. Et si demain, tout le monde l'espère, on met beaucoup plus de marchandises sur le train et non pas sur les camions, si demain on passe de 40 trains à 100 trains par jour sur la rive droite de marchandises, comme c'était dans les années 90, quand je conduisais les trains à cette époque-là, il y avait 100 trains de marchandises par jour qui circulaient sur la ligne. Et si on augmentait ça, il y a besoin de zéro étude, ni sur les passages à niveau, ni sur les chauves-souris, ni sur rien du tout. Et il n'y aurait pas plus d'études pour savoir si 60 trains de marchandises supplémentaires allaient déranger les riverains. Et c'est ce qu'on dénonce en fait en disant, mais on sait qu'il y a des procédures, il y a tout un tas de choses qui sont faites, qui sont demandées et par l'État français et par l'Europe. On les fait, on est conforme à la loi, ok, mais soyons pragmatiques et n'allons pas chercher des choses qui n'existent pas dans des coins urbanisés comme les nôtres. Donc voilà un petit peu le truc. Heureusement qu'il n'y a pas d'opposant. Heureusement qu'il n'y a pas d'opposant. On va mettre 10 ans à réouvrir la rive droite du Rhône complète, alors que la ligne circule depuis toujours. Depuis 150 ans. Voilà, donc c'est vraiment ces choses-là qu'on a besoin de regarder. 1880. Oui. On se rend compte que ce que vous soulignez tout à l'heure, c'est les interactions qu'il peut y avoir entre les différentes étapes. Ce que vous avez dit, c'est qu'en fait, rien ne pourra démarrer, pratiquement, sans que les travaux de mise en sécurité des passages à niveau soient totalement effectués. C'est-à-dire qu'en fait, on n'imagine pas, je ne sais pas qui pourrait imaginer, qu'on pourrait très bien commencer à faire circuler des trains, même si l'ensemble des travaux de mise en sécurité ne sont pas complètement effectués. On ralentit les trains au niveau des passages à niveau qui ne sont pas complètement sécurisés. On ne bloque pas un projet. Vous vous rendez compte que vous me dites, enfin, j'ai posé la question sur le chef d'orchestre, le grand chef d'orchestre. En fait, il n'existe pas. Et il ne peut pas exister. Parce que de toute façon, tant que le dernier passage à niveau n'aura pas été mis en sécurité, vous ne pourrez rien faire. Donc, il y a tellement de rigidité, si vous voulez, dans j'ai du mal à imaginer comment on peut travailler, si vous voulez, sur des projets comme ça. Alors, je vais renvoyer la question sur le fait, vous avez raison, sur le papier c'est comme ça, mais après, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est l'information et la mobilisation des populations. Je vais vous raconter l'histoire de la réouverture anticipée. Réouverture anticipée, à la sortie des EGRI, des États généraux du rail et de l'intermodalité, tout le monde était là, la rive droite prioritaire. Je le rappelle,
deuxième territoire industriel de l'Occitanie, c'est le Gard rhodanier. Je le rappelle toujours parce que ça fait écho à tout le monde. Et donc tout le monde s'est dit, bon ben on va lancer les études et on va se revoir en 2026 pour la réouverture. Tout le monde a ouvert les yeux et dit non, c'est pas possible. Et donc a été imaginé là par la région et par le vice-président au transport de dire on va faire une phase anticipée. Ça a défrisé tout le monde. Ça a défrisé tout le monde. On a demandé par exemple à la SNCF de réaliser des travaux de 3 gares, donc des quais sur 3 gares, à l'espace de 18 mois. De la feuille blanche à la réalisation. Ça a été réalisé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une prise de décision politique de la région, appuyée par l'État, en disant « Ok, on y va, on montrera que c'est efficace, qu'on arrive à faire des choses efficacement. » Et derrière, il y avait les populations qui se mobilisaient pour réouvrir, puisque l'association, je le dis, on est là depuis 2009, on a fait tous les marchés de toutes les gares de la ligne, on a fait des réunions publiques dans toutes les villes, et on se rend compte que c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, effectivement, nos demandes, pourquoi on les a mises comme ça, en disant faisons des choses de manière anticipée, il ne faut pas bloquer le processus. Les passages à niveau, on pourrait imaginer de faire les travaux sur les passages à niveau dangereux, c'est-à-dire aux abords des gares, en priorité, et ceux qui sont dans la pampa, où il circule 2 tracteurs, parce que bien souvent il n'y a pas mal de passages à niveau pour aller sur des vignes et compagnie, on peut les voir un peu plus tard. Et la dangerosité n'est pas extraordinaire. Ça, c'est des choses que l'on fait remonter auprès de l'État pour dire on ne peut pas rester dans un calendrier aussi long que ça, et c'est le rôle de notre association de le faire, mais c'est le rôle en fait de l'ensemble de la population. Mais vous avez raison sur l'habitant de chaque commune, n'importe quel Français ne comprend pas que j'étais sur le PEM de Vergès à midi, l'inauguration du PEM de Vergès. Le PEM de Vergès, 8 millions d'investissements par les collectivités. Le gros PEM, il y a 500 000 voyageurs qui s'arrêtent à la gare de Vergès chaque année. 8 millions d'investissements, 1 an de travaux, 7 ans d'études. C'est comme ça. Et on a fait, et il y a eu un PEM de réaliser sur l'ancien parking de la gare, qui était déjà tout goudronné. Mais le temps de faire les différentes études sur le bassin versant, sur le Rhôny qui déversait de l'eau là, eh bien ça prend 7 ans. Et vous avez complètement raison. Voilà. Et surtout, on ne les adapte pas, moi c'est ce que nous on demande à l'association, qu'on les adapte au projet sur place. On sait qu'il y a des endroits qui sont historiquement dangereux en termes d'écoulement des eaux pluviales. Mais ça, on le connaît, on a des cartes, on a des PPRI, il y a tout un tas de documents qui existent. Mais dans les endroits où il n'y a aucun problème, enclenchons des travaux, même si les études sont pas terminées. C'est vraiment le message qu'on essaye de faire passer à l'État sur ces sujets. Oui, bonsoir. Donc, du planning prévisionnel que vous souhaitez avoir laissé, est-ce que vous voulez nous dire, répondre un petit peu en partie à la question que je voulais vous poser, et surtout à votre ressenti, celui d'une volonté politique de voir aboutir cette réouverture. Parce que c'est un étude pour un an de travaux, ça paraît compliqué. Or que le PSF pose des problèmes, je veux bien, que l'environnement pose des problèmes, je veux bien aussi, il me semble quand même que ces personnes-là ont bien le ministère de tutelle et qui sont aux ordres de ce ministère-là. Donc, si on n'avance pas plus vite que ça, est-ce qu'il y a vraiment volonté politique de faire aboutir un peu plus rapidement ces projets? Ensuite, il y a une autre question, ça c'est votre ressenti personnel, savoir si dans les discussions que vous pouvez avoir,
s'il y a cette volonté. Ensuite aussi savoir si tous les acteurs, notamment au niveau du COPI, puisque c'est eux qui valident la suite, s'ils sont bien tous sur la même longueur d'onde, s'il n'y a pas de tiraillement entre les aglo-départements et les communes concernées. Et ensuite, il y a les déclarations de la présidente de région, qui dernièrement, alors le côté positif, c'est qu'elle a donné l'assurance que les budgets qui étaient alloués sur la rive droite du Rhône, mais aussi sur la ligne Lens-Bessèges, et seraient bien honorés. Par contre, elle dit aussi qu'il y a un gel d'achat des rames. Alors, on connaît aujourd'hui les difficultés sur le littoral et sur la ligne des Cévennes, le manque de conducteurs, ça vous l'avez dit, mais il y a aussi un manque de matériel. Et pour assurer un cadencement sur la rive droite, si on gèle l'achat des rames, ça risque de poser quelques petits problèmes. Savoir si vous avez quelques points de ça. Sur la volonté politique, au niveau des collectivités locales, tout le monde est aligné. Pratiquement tout le monde est aligné. Il y a quelques pessimistes politiques d'un côté et de l'autre, mais tout le monde est aligné. Sur l'aspect local, ça, on n'a pas de souci, tout le monde joue le jeu pour réaliser les travaux en temps et en heure. Ça, on n'a pas de souci là-dessus. Là où on a un manque de volonté politique, c'est effectivement au niveau de l'État et du gouvernement. Où il y a des annonces qui sont faites, on le voit, les annonces sont faites, mais après, je dirais, les faits ont du mal à venir. Et ça, c'est, on le voit sur tous les projets ferroviaires sur lesquels on peut travailler au niveau de l'association, on voit que ça patine par rapport à ça, où les budgets, certes, sont annoncés, mais ne redescendent pas jusque sur le projet. Donc ça, c'est un élément qui nous embête fortement. Effectivement, on a vu, comme tout le monde, les déclarations de Madame la délégate, et effectivement, le gel des commandes d'autorail va poser un problème sur la rive droite, mais va poser un problème sur toutes les lignes de notre région occitane. C'est-à-dire qu'on se rend compte que l'augmentation du nombre de voyageurs en 2024 sur la région Occitanie, et notamment l'artère littorale, qui fait Avignon-Narbonne, c'est plus 11% de voyageurs supplémentaires. Plus 11%. Les années précédentes, c'était plus 20%. On se rend compte que les voyageurs, les usagers viennent sur le train de manière très importante, sauf qu'ils sont bien compactés dans les autorails. On le voit régulièrement, ils sont assez compactés dans les autorails parce que cette commande a tardé à venir dans un premier temps. Et là maintenant, si les budgets de l'État vont dans le sens qui sont annoncés, effectivement, on ne les aura pas. Donc on va se partager la misère des autorails sur l'ensemble des lignes de la région. Et ça va poser un problème de répondre à l'offre et aux besoins des populations. Et c'est surtout de transporter des personnes dans des conditions pas convenables. Et c'est ça qui nous embête fortement. Et si on veut réussir, c'est pour ça que dans le calendrier qui est proposé, mais que l'on n'a pas officiellement, c'est dans un premier temps de finir la partie de la rive droite sur le haut de la ligne, Pont-Saint-Esprit, Bagnoles, Rocamaure, Villeneuve-les-Avignon, pour aller vers Avignon, parce que là, il n'y a pas un besoin d'autorail supplémentaire, ils existent. Et puis après, dans un deuxième temps, de finir le bas de la ligne avec Aramon, Romoulin et Marguerite. Mais sauf que sur le bas de la ligne, c'est là qu'il y a le potentiel de voyageurs le plus important de la réouverture de la rive droite. Le plus important, pourquoi? Pas tant en termes de population, mais en termes d'utilité, parce qu'on se retrouve à 8 minutes à un quart d'heure de Nîmes. Et donc ça, c'est des éléments que, effectivement, on amène auprès de l'État et qu'on va continuer à amener auprès de l'État. Mais ça c'est pas le long fleuve tranquille, loin s'en faut, mais on ne se lancerait pas dans les associations si c'était un long fleuve tranquille, puisque l'association y est depuis 2009. Et de 2009, honnêtement, à 2016,
c'était open mort. Il n'y avait rien. Et aujourd'hui, on sait que la rive droite sera réouverte complètement. Il n'y a pas, ça ne reviendra jamais en arrière. L'air butane ne fera jamais ça. Et on va arriver en 2026 à remettre, avec nos collègues de l'association de l'Ardèche, à remettre du train dans le seul département de France qui n'en avait plus. Puisque la gare du Teil va être réouverte, en principe, si tout va bien, hein, si les calendriers sont respectés, en 2026, en même temps que les premières phases de travaux sur le bas de l'Ain. Donc ça, voilà, ça c'est voilà. Il faut continuer à, je dirais, j'aime cette phrase-là parce que on l'a employée dans la période où c'était, il faut garder la flamme toujours allumée pour permettre de continuer à mettre des coins dans les portes qui ont du mal à s'ouvrir complètement. Et bien, si on y est régulièrement dedans et si on y est plus nombreux, eh bien, elle s'ouvrira plus facilement. C'est des choix. Il y a le journaliste de Gare-aux-Herbes qui me posait la question, c'est des sommes importantes. Oui, c'est des sommes importantes. C'est des sommes importantes qui sont investies pour 50 à 100 ans. Et qui sont investies dans le but d'améliorer le quotidien de tout le monde. Tant sur le plan de la santé, de l'environnement, de la sécurité routière et du porte-monnaie. Donc ça, c'est des choses voilà, qu'on a besoin de remettre en perspective en permanence pour montrer que... là, j'ai écouté, il y a beaucoup de... Je vais le faire, hein, il y a l'inauguration qui va se faire de Notre-Dame, de Paris. On a trouvé 850 000. Donc, mais c'est très bien hein, qu'on les ait trouvés, mais je pense que des projets de réouverture de lignes et du confort des citoyens et de la population, ça mérite les investissements de cette même hauteur. Je ferme la parenthèse là-dessus. Oui. Le potentiel voyageur est plus important que Marguerite Vernier. Oui. On ne peut pas imaginer un tronçon, un premier tronçon, comme des fois les autoroutes, on les ouvre par tronçon, un premier tronçon Marguerite-Nîmes, avec une navette pour les pendulaires, les gens qui viennent travailler et qui font l'aller-retour, et ce qui serait donc une grosse réponse aux besoins des gens. On a bien des cars, des bus qui font ce trajet-là, donc assez vite. Et on peut imaginer une Michelin faisant tout simplement le trajet, aller-retour, le matin, le midi et le soir, pour les habitants du secteur qui viennent travailler à Nîmes. Le système ferroviaire sur la rive droite du Rhône ne le permet pas. Il ne le permet pas et il ne le permettra pas demain. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'aiguillage entre les deux voies aujourd'hui. Non, elle n'est pas équipée pour. C'est-à-dire que ce n'est pas une ligne qui permet de recevoir effectivement sur la même voie un train dans un sens et un train dans l'autre. Les trains d'un côté montent, de l'autre côté descendent. Et c'est une bonne question parce que ça répond à autre chose. Tant on ne peut pas faire cette navette-là, mais on va faire une autre. C'est-à-dire une navette, par exemple, Nîmes-Romoulin, on peut la faire. Par exemple. Ça demande des moyens hein, humains et matériels, mais ça peut se faire. C'est surtout le fait de dire, pourquoi pas, on fait Marguerite en premier temps, parce que les travaux sont pas extraordinaires. On dessert la gare de Marguerite, on n'aura pas desservi la Ramon, mais c'est pas bien grave, on le fait sur le haut de la ligne aujourd'hui. Ça, c'est des choses que l'on demande également. Adaptons, essayons d'être réactifs. Là où il y a des travaux très importants, c'est à Ramon et l'Odon-l'Ardoise, où il y a des travaux titanesques à faire. Pourquoi? Parce qu'il faut enlever des voies de fret d'un côté pour mettre en place les quais. Tandis qu'à Marguerite, les quais, on l'a vu ailleurs, on a fait ça, ça a été fait à Romoulin, les quais à Marguerite, vous avez 5 mois de travaux. En 5 mois, les quais sont faits. Et un pôle d'échange à Marguerite, en 4 mois, c'est fait. Il n'y a rien de fantastique. Et donc ça, c'est des choses qu'on peut proposer et qu'on propose, nous, aux autorités, pour dire, faisons des choses de manière anticipée, comme je disais tout à l'heure, en tordant un petit peu aux procédures administratives. Mais est-ce que les autorités vous
On pèse ce qu'on pèse. Adhérer, Et vous avez raison, monsieur. Vous avez raison. Est-ce que vous êtes de près à la chaussure? Est-ce que c'est ce que vous avez? Si une association comme la vôtre, c'est pas Non, bien sûr, je ne comprends pas comment ça. Si vous rentrez dans le moule en fait décisionnel qui fait que pas trop vite le matin et moins vite le soir, c'est Et vous avez complètement raison. Vous avez raison sur le principe, vous avez raison, sauf que notre association, c'est vraiment ce travail-là. On est obligé de rentrer techniquement dans les procédures, pour les comprendre, et pour pouvoir faire des propositions alternatives. Parce que de toute manière, l'État, le préfet, lui va dire pour prendre une décision, quel est le risque que je prends, moi, en tant que préfet. J'ai une procédure qui est identifiée par la loi, par tout ce qu'on veut, par les services de l'État, c'est celle-là. La population, les maires, les associations me demandent de les faire évoluer. Est-ce qu'on peut la faire évoluer dans un cadre institutionnel qui existe, et à ce moment-là, il peut prendre une décision? Ou est-ce qu'on la fait évoluer dans un cadre qui ne le permet pas, et lui ne prendra pas de décision? Et on veut l'amener, c'est ce qui a été fait sur la réouverture anticipée. Le préfet, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Nof, allez-y. Il n'a pas eu de décision à prendre. Il a dit à Nof, allez-y. J'envoie aucune procédure contradictoire. Voilà, en gros c'est ça. Et là, ce qu'on veut réaliser, c'est la même chose. C'est-à-dire, on veut que l'État dise, effectivement, il y a des choses qu'on peut faire, gagnons du temps pour un maximum, et je ne vous enverrai pas de procédure d'État. Parce que, par exemple, la réouverture anticipée de la rive droite du Rhône, le PSF n'a donné... comment ils ont mis ça? Ils ont mis un avis, mais pas définitif, un avis pas provisoire, mais voilà. Ça voulait dire, allez, on vous autorise à le faire, mais pas plus. Transitoire. Transitoire, voilà, transitoire. Et ça, c'est des choses que l'on peut gagner. On a gagné sur la réouverture anticipée, et on le veut gagner sur le Oui, moi je fais partie de l'association, je voudrais dire autrement tout ce que Pascal Rousson a expliqué dans le détail. La décision d'ouvrir la rive droite prise par la région, c'est 2016. Et là, on va mettre au minimum 10 ans pour mettre quelques trains de voyageurs sur une ligne qui fonctionne. 10 ans. Est-ce que vous imaginez un instant que les travaux énormes qui ont été faits en région parisienne pour les JO, sur la RATP et sur les lignes SNCF, ont bénéficié des mêmes procédures ou dans l'application des lois que ce qu'on nous inflige ici? Ce serait intéressant de vérifier. Oui, ça serait bien, hein? Voilà. Alors, en région parisienne, alors pour l'autorité environnementale, les enquêtes environnementales, bon, on a tout dit. Pour les passages à niveau, de pleine ligne, il n'y a aucun changement, que ce soit un train de marchandises ou de voyageurs qui passe. Au contraire, le voyageur va un peu plus vite et il perturbera moins la circulation routière. Alors, à proximité des gares, pour donner le détail, pourquoi il y a un problème? Parce que le train de voyageurs est censé s'arrêter à la gare, donc ça perturbe l'annonce. Il faut prendre des dispositions pour que l'automobiliste qui est devant les barrières fermées, il ne perde pas patience. Donc, le renforcement de la voirie, mais on sait faire. On sait faire depuis 100 ans. Quoi. Voilà. Tout ça pour vous dire que on a besoin de l'opinion publique. Voilà, que l'opinion publique que vous représentez fasse corps avec les collectivités et avec l'association pour
pour bouger un peu les services de l'État, on va écrire au préfet. Mais s'il y a un mouvement d'opinion avec les collectivités, des articles dans les journaux, des réflexions, croyez-moi, les autorités y regardent. Hein. Voilà. On a besoin de vous pour arriver à déboucher. En clair, qu'est-ce que vous apportez? Nous, en fait, nous, on est d'accord que nous sommes les usagers, pas ES, ERS, ces usagers qui vont bénéficier en fait de ce service. Aujourd'hui, en fait, ça ne nous empêche pas, si vous voulez, d'aller à Nîmes. On prend la voiture, même si on tombe dans les bouchons. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ça ne nous bloque pas dans notre vue de tous les jours. Par contre, c'est vrai qu'avec ce nouveau moyen de transport, tout le monde y gagnerait. On gagnerait surtout les prix. Donc, en fait, la question, c'est aujourd'hui, vous êtes là, une association, qu'est-ce que vous attendez de nous? Que vous renforciez l'association, que vous vous exprimiez auprès de vos élus, de machin, voilà. Non mais ok, donc de toutes les collectivités, hein, mais je pense les municipalités, l'agglo. Non mais je pense qu'ici toutes les personnes qui sont là ce soir sont tout à fait d'accord pour adhérer à l'association. Il faut qu'on ait ce contact-là pour savoir. Nous, on ne vous connaît pas. Vous êtes ce soir, on vous découvre. Dites-nous, on est tous d'accord sur la finalité de ces projets-là. Non, on n'entend rien. Jean, on n'entend rien. Mon intervention, ce n'est pas de récolter des adhésions, encore que ça nous ferait bien plaisir. Mais je veux dire, c'est surtout susciter la pression de l'opinion auprès des autorités. Ben, je vois que ça, en fait, pour les faire bouger, si vous voulez. Aujourd'hui, c'est triste à dire, mais c'est ça. Voilà, Yann. Après, on terminera, d'ici 10 minutes, on terminera. Donc, tout à l'heure, on me demandé qui étaient les opposants. Alors, il n'y avait pas d'opposants, mais il y avait beaucoup de sceptiques. C'est-à-dire que c'est un peu le débat qu'on a. Les gens disent c'est pas possible, on n'y arrive pas, c'est long, etc. Bon, voilà. Et en même temps, dans les sceptiques, c'est des usagers potentiels, mais aussi ce qu'on appelle les décideurs. Donc, parce que quand on met 7 ans à faire des études, pendant ce temps-là, on ne dépasse pas dessous, quoi. Donc, parce que bon, la question elle est très politique quand même, malgré tout. Parce que, on parlait tout à l'heure des budgets contraints, etc. Bon, la SNCF, elle fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'on lui donne. Et qui c'est qui lui donne l'argent? C'est l'État. Des lobbies contraires au rail, on en retrouve. Hein, les routiers, etc., etc. On voit bien que le fret, on disait tout à l'heure, il ne fait que diminuer. Bon, pareil. Les autoroutes, voilà, on les facilite, on en construit encore une, etc. Voilà. Donc il y a eu une volonté politique très forte de la région. On disait tout à l'heure, moi j'ai suivi depuis le début, hein, il y a des moments où il n'y avait pas de volonté politique. Il est mort, mais par exemple Georges Frêche, il n'en voulait pas. Madame Delga, elle en a voulu. Et on voit pour nos amis de Auvergne-Rhône-Alpes, Vauquier, il n'en veut pas. Et on voit bien la différence entre Madame Delga et Vauquier, ces deux présidents de région. Il y en a une qui a poussé, avec d'autres, hein, bien sûr, mais et Vauquier, il freine tant qu'il peut. Parce que là, il faut savoir que le train, actuellement, après pris cet esprit, puisqu'il ne peut pas se retourner, il monte jusqu'à Auteuil à vide. Il va jusqu'au Teil. Mais il n'a pas le droit de prendre des passagers pour aller jusqu'au Teil. Donc on est, c'est tout à l'heure ce qu'on disait, c'est Casca ou je ne sais pas quoi, mais bon, voilà. Avant de clôturer, s'il y a d'autres expressions, et puis je clôturerai là-bas. Bonsoir tout le monde, je suis M. Péredès, le conseiller municipal délégué au transport et à la mobilité sur Marguerite. C'est pour vous dire que nous, on est complètement à fond dans ce projet. On a même déjà pris, on a un peu d'avance, puisqu'on a pris des délibérations au conseil municipal pour acheter des terrains, des bouts de terrain permettant d'aménager le PN 62. Donc on est prêt, on participe à beaucoup d'initiatives sur ce projet, à des réunions, des rencontres. Maintenant, on attend que l'État fasse avancer les choses. Voilà.
mais on est avec vous et derrière vous. Voilà. C'est la trésorière. La trésorière dit que la mairie de Marguerite n'est pas à jour de sa constitution. Peut-être pour clôturer, si vous n'avez pas d'autres questions et pour vous libérer, effectivement, qu'est-ce qu'on attend des populations, ça a été dit et redit. Il y a bien sûr l'aspect adhésion à l'association, mais ça me fait partie bien entendu pour mener nos activités. Mais également de pouvoir se manifester auprès des mairies, mais comme là on n'a pas trop de soucis, mais notamment auprès de l'État. C'est-à-dire, rien n'empêche aux populations ou aux associations dans les communes auxquelles vous faites partie ou autres, d'écrire collectivement au préfet en disant, effectivement, ma gare, je veux qu'elle se rouvre le plus rapidement possible, dans les meilleurs délais. On a eu des informations de la part de l'association et on voudrait que des décisions soient prises côté État. Et c'est des choses toutes bêtes comme ça. Hein. Je vous rappellerai juste, on avait remis, j'ai perdu les dates, l'association avait remis 35 000 signatures de pétition à Guillaume Pépi, oui, président de la SNCF à l'époque. Il les avait prises, bien entendu, et il avait dit, de toute manière, vous aurez raison contre mon avis à moi, puisque lui était opposé à la réouverture de la rive droite, puisqu'il voulait la garder uniquement pour le fret. Et il nous avait dit, de toute manière, vu le nombre de pétitions que vous nous avez envoyées, vu les retours que l'on a de vos différentes mairies, communes et compagnie, et les populations, on les a mobilisées parce qu'il n'y a pas d'opposition à développer la rive droite, vous aurez raison, M. Rousson, contre mon avis. Et effectivement, la suite lui a donné raison. Mais c'est vraiment cette fonction-là qu'il faut qu'on se réapproprie, le fait de réinterroger les décideurs de l'État, où il y a des choix politiques à faire. Les études sont pratiquement terminées, il n'y a plus rien à faire maintenant. C'est juste que les budgets soient bien au rendez-vous pour permettre que ces travaux-là se réalisent. Et c'est les choses qu'il faut réaliser. Les vœux dans les conseils municipaux, on sait que ça monte. On sait que ça remonte au niveau du ministre. Ça remonte au niveau du préfet, puisqu'il les voit. Et également, on sait que ça remonte au niveau du ministre. Donc, des vœux dans les conseils municipaux, ça aide également. Et on va continuer, nous, à faire via la presse, comme on a pu le faire avec le maire hier, des interviews dans la presse, pour que toute cette compilation d'informations puisse remonter pour permettre que le calendrier soit plus compacté. Je le dis puisque mes oreilles me sifflent bien souvent dans les différents endroits où j'ai des copains qui me ramènent des informations. On sait qu'on fait chier tout le monde. Je veux le dire très vulgairement. On sait qu'on emmerde tout le monde de diffuser, à part les communes et compagnies avec qui on travaille, mais de diffuser des diaporamas, que ça aille dans la presse et qu'on continue à en parler. On sait que ça inquiète tout le monde parce que chacun est dans son calendrier, comme vous le disiez, et fait ses études comme il voudrait le faire. Eh bien non. Il y a des populations, il y a des associations, il y a des corps intermédiaires qui demandent que ça aille autrement et que ça avance plus vite. Qui c'est qui donne les bulletins d'adhésion? Vous en avez à l'entrée là, et vous en avez à l'entrée. Donc voilà, et donc je le dis, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai mis la page de l'association. Donc quoi qu'il en soit, je vous invite, vous avez pour ceux qui utilisent Facebook, il y a la page Facebook où on essaye de mettre nos communications. Il y a également notre adresse mail. Donc là aussi, posez des questions. Si vous voulez adhérer via l'adresse mail, vous le faites avec la trésorière. Avec Simone, on regarde tout ça et on revient vers vous avec les coordonnées pour adhérer. Ça, il n'y a pas de problème. Notre rôle, il est celui-là, on va le continuer, c'est pas simple, mais on va y arriver, et on sait qu'on va y arriver de toute manière, parce que l'opinion publique le demande tout ça.
Je vous libère. Bonne soirée. Bonne week-end.